Bonjour. Aujourd'hui, avec Nicolas, on va parler de la nécropolitique. Mais avant de commencer, une fois n'est pas coutume, je vais encourager nos auditeurs, Nicolas, à s'abonner à notre chaîne YouTube et surtout à cliquer, après qu'ils s'abonnent, à la fameuse cloche, qui est la notification de nos mises à jour. Voilà, je te laisse la parole maintenant. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la nécropolitique. Tous ceux qui ont un peu de culture verront qu'il y a le mot nékros qui signifie mort en grec et polis qui signifie cité. Je ne vais pas vraiment parler de la politique, je vais plutôt parler de la cité. Et en fait, on vit de plus en plus dans une cité des morts. On a donc une société qui nous prépare un sort de mort-vivant avec le contrôle informatique dont j'ai parlé dans mon texte sur le camp de concentration électronique. J'en ai parlé aussi récemment en rappelant que pour Claude Lévi-Strauss, l'écriture a été inventée pour asservir. On a fait, nous, de la littérature quelque chose de merveilleux qui libère l'esprit, qui prépare des choses. En fait, essentiellement, la littérature, comme on le sait, ça sert à sélectionner des profs et des bons élèves, malheureusement. Pas tellement libérer des esprits, moi je le sais, puisque je suis passé par ce système. On a aussi, évidemment, l'écriture, explique Lévi-Strauss, pour les stocks, pour le contrôle des populations. Par exemple, tu ne peux pas construire une grande pyramide sans des systèmes assez sophistiqués d'écriture ou de notation. Idem pour la Chine. Donc tout cela ramène à l'idée que la science écrite donne quelque chose de triste, alors qu'évidemment, la grande culture orale qui a disparu d'ailleurs au XXe siècle, à peu près dans toutes les parties du monde, était quelque chose de beaucoup plus vivant. Et comme aujourd'hui, donc, on doit progresser avec des masques, avec des gestes barrières, avec des règles de 4, de 6 ou de 8 par pièce ou par place. Là, je suis parti quelques jours en congé, donc je vais pouvoir en parler. On voit qu'on est dans une société qui nous prépare un sort de plus en plus triste. Nécropolitique, je n'ai pas utilisé le mot le premier, évidemment. Je l'ai repris parce que c'est mon copain grec Panagiotis, dont je recommande le blog régulièrement sur mon propre blog, qui nous explique la situation en Grèce avec l'épouvantable Premier ministre qu'il y a là-bas, qui est un disciple de Soros et évidemment de Klaus Schwab. Donc, ce Mitsotakis, il s'appelle. Donc, il a parlé de nécropolitique pour le système qui se met en place en Grèce. Il se met également en place en France complètement. En Espagne, moins. C'est un peu plus lent. J'espère qu'on va résister. Il est difficile de savoir pourquoi l'Espagne résiste mieux. Comme on sait, les juges ont été plus justes, si j'ose dire, en Espagne et ont moins suivi les directives mondialistes. On sait aujourd'hui, par exemple, aussi que Biden, en Amérique, propose quelque chose d'épouvantable avec une vaccination obligatoire et une menace de guerre civile. C'est lui qui la lance, en menaçant les gouvernements comme celui du Texas ou celui de la Floride ou celui du Missouri qui refusent d'obéir à ses objurgations en matière de vaccins. Mais restons-en donc au thème de la nécropolitique. Il y a un philosophe africain très remarquable, j'ai trouvé, très cultivé, très fort, Achille Mbembe, qui a écrit un article que j'ai repris, un texte assez long d'une douzaine de milliers de mots que j'ai repris sur Cairn Info, sur cette notion de nécropolitique. Et lui, donc, appliquer la notion, il a tout à fait raison de le faire en tant qu'Africain, parce que ce n'est pas moi qui vais défendre la colonisation ni avant, ni pendant, ni après. Il a appliqué cette notion au peuple colonisé. Et il l'applique aussi aux Palestiniens, en disant, bon, le Palestinien n'a pas le droit de sortir de sa zone, le Palestinien n'a pas le droit de monter à la surface de la terre. On est quasiment comme dans un roman de Philippe Cadic. C'est un peuple qui n'a plus de droit. C'est un peuple hors sol. Et c'est un peuple qui est soumis à ce qu'on appelle aujourd'hui commodément, à partir de Michel Foucault, bien sûr, le biopouvoir. Donc tout cela va s'appliquer à nous. Donc déjà, c'est appliqué en France pour les gens qui ne sont pas vaccinés et qui sont, je le rappelle, de moins en moins nombreux. On a parlé officiellement de 74-75% de vaccinés en France. Chez les adultes, c'est 88%. Moi, c'est ce que m'a dit un lecteur qui travaille dans la partie. J'ai des amis qui m'appellent, qui me disent qu'ils sont les seuls à ne pas être vaccinés. Donc, on est à 10 ou 12% d'adultes non vaccinés en France. Donc, soit ils se vaccineront et ils entreront dans l'ordre nécropolitique avec les possibilités de sortir dans la cité, mais à certaines conditions seulement, soit ils sont expulsés comme des Palestiniens ou comme des parias. Je rappelle, puisque j'ai beaucoup voyagé, j'ai été à Shimla en Inde en 1993 et à Shimla, c'était la capitale d'été des Anglais parce qu'il faisait trop chaud à Calcutta, donc ils montaient et ils allaient à Shimla. Shimla, c'est une assez belle ville dans les Himalayas, mais enfin située assez bas en altitude. Les indigènes, entre guillemets, les hindous n'avaient pas le droit d'accéder au mall. Le mall était réservé aux blancs, aux colonisateurs et le reste n'avait qu'à aller se faire voir. Nicolas, c'est en fait comme le système de caste indien, les intouchables. Oui, c'est un système de caste. De toute manière, il y a une dimension très religieuse dans tout ça. Et moi qui aime bien les références traditionnelles, j'ai parlé de Guénon plusieurs fois, notamment pour son texte sur les marionnettes. Il y a un texte qui vient justement de la tradition hindoue qui s'appelle le Kathasaritagara. Il y a un voyageur qui entre dans une ville et cette ville, elle est peuplée d'automates avec un seul prince qui manipule tout le monde. Exactement la Smart City dont rêve Klaus Schwab, avec les ordinateurs qui géreront ce qui restera d'humain. Donc, la deuxième étape par rapport à cette notion de pouvoir, puisque j'étais en vacances, j'étais à Tolède. J'étais d'abord à Guadeloupe, qui m'a assez plu d'un point
point de vue traditionnel, parce qu'il y avait encore une espèce de petite vie sympathique chrétienne dans le centre. Il y avait une ambiance de pueblo. Tolède, par contre, c'est devenu une nécropole. Oui, donc j'étais à Tolède, ville nécropole, thème que je reprendrai un peu plus tard. Guy Debord a très bien parlé de ce monde qui est totalement vide et où il n'y a plus que des touristes. Donc Tolède, il n'y a plus que 5000 habitants dans le casco historico, et la ville, il n'y a que des décharges de camions tous les matins, des descargas pour nourrir le touriste qui vient bouffer sur place, ou le magasin de souvenirs, ou alimenter en bière le magasin Intel. Puis en rentrant de Tolède vers chez moi, parce que j'en avais marre, on est rentré 3 jours plus vite parce que je ne supporte plus les voyages, comme disait Samuel Beckett dans le livre, dans une citation que je n'ai jamais retrouvée, mais que j'ai mise dans mon livre sur le voyageur éveillé. Le voyageur éveillé, j'ai mis A te conviene tener altro viaggio de la Divine Comédie de Dante, donc le voyage spirituel, bien sûr. Et puis il y avait aussi la phrase de Beckett, Samuel, qui résume assez bien le monde moderne: on est tous cons, mais pas au point de voyager. C'est vrai que je vois de moins en moins l'utilité de voyager vu ce que devient le monde. Il faut rester chez soi et trouver un petit coin de nature juste à côté. Et donc on était à cette ville et on est rentré plus vite avec un taxi. Alors c'était un garçon très sympathique, un ancien footballeur qui avait failli avoir une carrière professionnelle, il m'a raconté, plein d'écoute, plein de tolérance, donc on a pu parler pendant plusieurs heures, c'était très bien. Et ce garçon me dit une chose qui m'a frappé, je vais en parler toujours avec ce thème de la nécropolitique, parce qu'on a élu des hommes politiques et on a des hommes politiques aux commandes qui sont des monstres et qui veulent des peuples morts. Alors il m'a dit, il parlait de Pablo Iglesias, le gars de Podemos avec la Colette à Comédie qui était au pouvoir et puis qui a été viré récemment sur Madrid par la fille Ayuso. Et ce garçon me disait que le patron de Podemos déteste l'Espagne. Et c'est devenu en effet un des thèmes de la nécropolitique. Mitsotakis déteste la Grèce et déteste les Grecs, c'est presque physique. Macron déteste les Français, c'est ce que dit Philippot régulièrement, ça me paraît très juste. Draghi, avec sa tête de dragon et de vieux reptilien ou de black nobility vénitienne, il a une tête également à détester les Italiens et il leur fait une vie pas possible. Et c'était quand même l'homme de Goldman Sachs, des privatisations en Italie et ensuite de la BCE, acronyme qui rime avec Abyss, la BCE. D'ailleurs, comment elle s'appelle, Lagarde, j'allais dire Philippe, j'allais lui donner un prénom d'homme, mais ça ne m'étonne pas. Christine Lagarde ressemble assez aussi à ce type d'entropie humaine. Et on a Biden qui déteste les Américains, qui déteste les Blancs, qui le dit. C'est pas que les Blancs soient tous américains, c'est évidemment pas ce que je veux dire, mais je veux dire les gars sont choisis pour détester leur peuple, pour les nier. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais sorti la référence, c'était sorti sur Zero Hedge. Un général allemand avait remarqué que Angela Merkel, donc qui est quand même au pouvoir depuis 14 ans, on n'arrive pas à s'en débarrasser aussi de ces gens-là. C'est comme Trudeau au Canada qui déteste les Canadiens, qui veut les remplacer. Merkel ne prononce jamais le mot allemand. Donc on est face à des gens qui nous considèrent comme des socs, comme des commodities. Voilà, c'est des commodities. Il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de vision qualitative de l'humanité et de ce qu'elle peut apporter à la civilisation, de tel peuple ou tel peuple. Il y a une espèce de stock que tu peux remplacer, que tu peux déplacer, et on est dans le monde nécropolitique où l'homme est devenu strictement une petite marchandise dans ce cadre général. Je pensais aussi à cette notion de nécropolitique, puisque ces gens qui nous dirigent sont partisans de la terreur. Il y a une espèce aussi de terreur qui s'est mise en place avec les années 70, les années 80, essentiellement le terrorisme. On a parlé du terrorisme arabe, du terrorisme musulman. Ensuite, on a parlé du réchauffement climatique. Ensuite, on a parlé de la couche d'ozone. Ensuite, on a parlé de tout un tas de problèmes qu'on invente ou qu'on gonfle d'une manière aberrante, exactement comme ce virus. Donc, on a affolé l'humanité là-dedans pour l'obliger à mener une vie donc un peu à la Philippe Cadic, avec des gens qui vont vivre sous terre ou dans Métropolis, avec des gens qui vont avoir des règles, des gens qui n'auront pas le droit de faire ceci, des gens n'auront pas le droit de faire cela, suivant leur état vaccinal ou l'état de leur digitalisation, puisqu'on en est arrivé là. Tout cela, en effet, somme avec la nécropolitique. En fait, on passe de crise à crise, et à chaque crise, il y a une urgence, et à chaque urgence, il y a une restriction des libertés. C'est ça, exactement. Je trouve que tu as bien résumé. Moi, depuis que je suis né, je n'ai connu que des crises. On a eu mai 68 qui a apporté des changements très négatifs en France. On a eu 1973, la crise du pétrole. On a eu 1979, deuxième crise du pétrole. En France, on a eu 1983, émergence du Front National et émergence du totalitarisme antiraciste. Il faut bien dire les choses comme elles sont, même si on est tous contre le racisme. Mais on sait bien que ce n'est pas leur problème du tout. Après, on a eu d'autres problèmes, la perestroïka, et ensuite la mise en place de la mondialisation avec des coups de bourse qui ont ruiné tout le monde. Ensuite, évidemment, le 11 septembre, puisqu'on célèbre glorieusement le 20e anniversaire de ce fastueux événement dont on ne parlera pas, toi et moi, aujourd'hui. Et puis, on est arrivé avec 2008, la nouvelle crise, et on va de crise en crise, et à chaque fois, on restreint les libertés, et à chaque fois, on abrutit un peu plus la population avec
avec les médias. La notion de nécropolitique fonctionne très bien, d'ailleurs, je crois, avec le développement des nouvelles dont j'ai déjà parlé. Il y a deux proverbes que j'aime bien, la parole est d'argent, le silence est d'or. Et en effet, le fait pas de nouvelles, bonne nouvelle. Le fait d'abrutir les gens par les nouvelles, surtout qu'ils vieillissent, ils passent leur vie devant la télé et ils passent leur temps à savoir ce qui se passe pour s'affoler, permet complètement de contrôler les populations par la terreur, puisque les journaux télé, d'ailleurs, je le lisais une fois dans la presse argentine, autant elle n'était pas complètement sous contrôle, revêtent un aspect complètement eschatologique. Au début des années 2000, d'ailleurs, ils nous ont fait le coup du Covid 10 fois, mais ça n'a pas marché. Il y avait SARS 1, SARS 2, grippe aviaire, grippe porcine, à chaque fois on nous affolait. Donc je vais conclure parce que le thème, hélas, n'est pas drôle. Je vais revenir sur deux éléments. Tolède encore, parce que c'est une ville qui pour moi était très importante, c'est la ville du Sagittaire. Tu sais qu'il y a une astrologie géographique, chaque signe a sa ville. Et moi, ma ville, c'était Tolède. C'est rigolo, hein. Un pays qui était pour moi, c'était l'Australie. Eh ben, ils sont mal partis, hein. Le Sagittaire, qui est le signe des voyages et de la spiritualité, il est mal parti, hein. Entre ce qui se passe à Rome, ce qui se passe ailleurs, et ce qui se passe en Australie, ce qui se passe à Tolède, il n'y a pas de quoi être très content. À Tolède, donc, il n'y a plus de marché. Le marché a été fermé. On a voulu aller au mercado municipal parce que Tatiana adore s'acheter des fruits, des petites choses, même quand on est à l'hôtel. Et Tolède, le marché est fermé, a été remplacé par un supermarché. Donc, c'est là qu'on a discuté avec un ou deux commerçants survivants qui étaient à l'entrée de ce supermarché, qui nous ont vendu du très bon saucisson qu'on a encore et des prunes. Ils nous ont dit, les commerçants sont tous partis, les gens qui restent dans le casco historico sont trop vieux pour sortir ou pas assez nombreux de toute manière. Puis à un moment, ils vont tous disparaître. Et la ville a été plastifiée et remplacée. C'est exactement le phénomène qui s'est passé. On m'en a parlé à Cracovie, à Vézelay, à Paris, dans plein de capitales. Le Airbnb aussi. La population est éjectée et il n'y a plus que des faux vivants dedans, essentiellement des touristes qui ont payé 250 € la nuit pour coucher à Paris dans un appartement bidon et qui vivent là-dedans. Donc là, on est réellement aussi dans la nécropolie. Et un grand génie de notre littérature qui avait prévu ça, et en plus, je suis content parce que c'est lors de son voyage en Espagne, un livre qui s'appelle De Paris à Cadix, c'est Alexandre Dumas, que je pense est un auteur fondamental qui a été complètement méprisé par l'école, par l'université, par l'enseignement. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était métis ou demi-noir. Et donc, Dumas parle admirablement de l'Alhambra et de ce qui m'intéresse, moi, dans la vie, c'est, comme on sait, c'est le sud de l'Espagne, dans Le Paris à Cadix. Et il dit, l'Alhambra est en mauvais état, mais j'ai peur qu'on la refasse. C'est vachement intéressant. J'ai peur qu'on la reconstruise. Alors, justement, ils vont faire des réformes, comme ils ont fait au Vatican avec la fameuse chapelle Sixtine, qui a pris des couleurs de bande dessinée. C'est ce que dit Guy Debord dans ses commentaires de la Société du spectacle. Et Dumas dit, ça me paraît essentiel. Il faut que là, les gens soient bien attentifs, même s'ils ne sont pas nombreux, surtout s'ils ne sont pas nombreux, parce que finalement, pulchrum est spacur mominum. Il dit qu'il vaut mieux un cadavre qu'une momie. C'est un peu comme l'idée que les gens se font refaire le faciès maintenant à tous les âges pour pas paraître 60 ans, 50 ans, 40 ans, 70 ans, je ne sais quoi. La ville authentique disparaît parce qu'on nie à sa vieillesse et on l'en remplace par quelque chose de neuf, de faux et de laid. Toutes les villes comme Tolède ont été retapées, on a tout refait. Moi, j'ai connu Tolède quand j'avais 25 ans, en 1987, j'avais adoré. Et puis, peu à peu, ils ont tout retapé depuis que c'est patrimoine de l'humanité. C'est une calamité, ce patrimoine de l'humanité. On leur donne de l'argent, donc ils saccagent tout. Ça me rappelle aussi un très grand peintre, Balthus. Une fois, on le trimballe à une exposition Tiepolo. Ça doit être une des 5 fois où j'ai vu la télé en 50 ans. Balthus, il est devant un Tiepolo, il se met à dire pourquoi vous l'avez éclairé comme ça. Je ne suis pas d'accord avec l'éclairage. Combien de temps les gens vont rester devant? 3 secondes, 2 secondes. Et puis surtout, il dit pourquoi vous n'avez pas coupé la main au restaurateur? Et en effet, la notion de restauration, c'est une notion de nécropole. C'est mort, donc on retape. Donc on a retapé les hommes, on a retapé leur ville, on a retapé leurs âmes, et on n'est plus, comme dirait Julius Evola, l'homme au milieu des ruines, mais plutôt l'homme au milieu des momies. Et c'est ça que je voulais souligner aujourd'hui, parce que le Covid et l'informatisation de la société dont j'ai parlé plusieurs fois va précipiter, on le voit déjà autour de nous, il ne s'agit pas de faire une prospective, il s'agit de constater ce qu'il y a beaucoup. Beaucoup de gens me disent « Ah, mais Nicolas Bonnel, vous êtes un prophète. » Je ne suis pas du tout un prophète. Je regarde mieux que vous ce qui se passe autour de moi. Ça existe déjà, ça existe depuis un certain temps. Alexandre Dumas a vu la menace. Un autre qui a vu la menace du tourisme en Espagne et de la modernisation du progrès, c'est Théophile Gautier dans son voyage en Espagne, dont j'ai souvent parlé. Je vous recommande de vous y mettre aussi. Mais bref, on est arrivé dans la nécropole avec des politiciens qui veulent des citoyens qui se comportent comme des morts. La nécropolitique, c'est ça. C'est la cité de la mort. On a l'impression qu'il y a du vivant autour de nous, mais c'est le biopouvoir qui contrôle tout. C'est la sous-culture mondialiste qui contrôle tout. Et le type est déjà un mort-vivant au milieu de tout ça. Et Nicolas, des nécropoles qui se ressemblent partout. Moi, je me souviens, gamin, quand on arrivait à Paris ou à Rome, on sentait qu'on était ailleurs. YouTube, on peut en dire du bien. Il y a ces excellents programmes de Paris, Berlin, Londres, 1900. Il faut les regarder, c'est très très bien. Et moi, j'ai écrit avec ma femme un livre sur la comédie musicale, je vais vous le montrer. On a fait un chapitre sur Paris, parce qu'à l'époque, tous ces Juifs, ces Américains qui voyageaient en France,
France et qui avait le talent de composer ses comédies musicales, adorait Paris. Gershwin a fait son Américain à Paris, etc. Et nous montrer un Paris qui a été oublié. Le Paris d'Hidalgo est devenu un sinistre cauchemar. Je montre quand même mon livre puisque je n'ai pas montré de livre aujourd'hui. La comédie musicale américaine, les symbolismes d'un âge d'or. Et là-dedans, on a fait tout un chapitre sur Paris et la beauté du monde qui émanait de Paris à cette époque et qui a, comme on le sait, totalement disparu aujourd'hui. Même si Paris aujourd'hui, comme par hasard, est 20 fois plus cher et 20 fois plus sale. Hidalgo qui officiellement est candidate aux élections présidentielles à partir d'aujourd'hui. Oui. Alors, on peut en parler 2 secondes. Moi, je crois que Macron va être réélu. Il suffira qu'il suspende le pass sanitaire 2 mois avant et les gens seront contents. La droite est complètement divisée et, à mon avis, sans intérêt. On aura Zemmour pour jouer à l'anti-islamiste de service. On aura Marine Le Pen pour jouer à la crémière, comme dit mon ami Plaquevent. C'est une crèmerie, la dynastie Le Pen. Donc, on gère le petit commerce. On aura Philippot qui prendra les 3 ou 4% de vraiment mécontents du pass sanitaire parce que je ne crois pas qu'il y en ait plus. Ça me paraît complètement évident. Le reste, Macron tient les cathos, Macron tient les centristes, Macron tient les bourgeois et Macron tient les retraités qui regardent trop la télé. Donc, ça fait beaucoup de monde pour lui, attention. Donc, voilà, on a parlé en 30 secondes des prochaines élections présidentielles. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'y revenir. Pas besoin de faire une émission spéciale. Donc, voilà. Moi, j'aurais bien voté pour un candidat communiste ou un candidat taliban, mais il n'y en a pas. C'est dommage que les talibans ne se présentent pas, effectivement. Ah, ouais. Voilà, c'est la parole de la fin de notre pessimiste optimiste, n'est-ce pas? Et voilà, bonne journée. Merci.